Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver encore. Je vous remercie d'avoir appelé en masse, d'avoir répondu plutôt en masse au dernier exercice. C'était la production écrite sur le sujet des cours à distance et des cours en présentiel. Je ferai part tout à l'heure des petites remarques et on réservera vers la fin quelques exercices correctifs sur deux petites erreurs qui étaient très courantes dans le travail. Alors ce soir, ce sera un petit travail sur Voltaire. Voltaire, donc, est l'œuvre de Candide. Je ne vais pas m'attarder sur la biographie de Voltaire, elle est tellement riche, il y a certains détails qui ne nous intéressent pas. Par contre, nous allons travailler sur les détails qui nous permettront de répondre efficacement le jour de l'examen et qui nous seront utiles pour comprendre l'œuvre de Voltaire qui est Candide. Donc la première question que vous aurez à l'examen, c'est la fameuse grille. Elle est incontournable, celle-ci. Vous aurez une grille. Première question donc, auteur. Genre. Siècle. Date de parution. Alors, quelques événements. Les événements ayant marqué Voltaire. L'auteur, c'est Voltaire. En fait, Voltaire n'est pas son vrai nom, puisque Voltaire, c'est le fruit d'une anagramme. Son vrai nom, c'est François-Marie Rouet. Et à travers une anagramme, c'est devenu son pseudonyme. Ce pseudonyme, Voltaire donc, est devenu pseudonyme et il a été connu davantage par ce nom. Le jour de notre œuvre, c'est un conte. Un conte philosophique et satirique. Alors, n'oubliez pas que Voltaire, c'est l'un des chefs de file de ce mouvement à travers le siècle des Lumières, 18e siècle. 18e siècle, Voltaire a laissé des empreintes indélébiles à travers ses œuvres. Zadig, Zahir, Édipe et il a laissé des œuvres monumentales. À travers donc ce conte et à travers certains personnages de son œuvre, Candide et Pangloss, Pangloss qui signifie tout en langue et Candide, Voltaire s'attaque à la philosophie de Leibniz. Leibniz, le fameux philosophe allemand. Voltaire était tout à fait opposé à cette théorie. Et Pangloss était un adepte de sa philosophie et à travers le leitmotiv, tout est mieux au meilleur des mondes. Candide aura été un adepte inégalé de Pangloss. Mais, bien entendu, d'ailleurs, il faudra expliquer le terme Candide avant d'aborder Candide. Candide, c'est le protagoniste. Pangloss est l'oracle du château de Westphalie. Candide est un adjectif. Donc là, on pourrait dire que Candide, c'est une œuvre éponyme. Éponyme. Elle est éponyme au même titre que le Père Goriot de Balzac et au même titre que Antigone de Jean Anouilh. Candide, c'est le titre de l'œuvre et c'est le nom du protagoniste. Pangloss donc est l'élève, plutôt Candide est l'élève de Pangloss. Et il va croire dur comme fer à sa théorie.
Vers la fin, il va découvrir qu'il était en tort. Mais ça, c'est vers la fin du schéma narratif, c'est vers la fin de l'histoire. Mais avant de découvrir la vérité et d'épouser, comme le dit si bien Pablo Coelho, d'épouser sa légende et de retrouver son amour, il va devoir souffrir à travers tout le périple qu'il va vivre. L'histoire de Candide, elle est simple. Candide est le neveu du baron du château de Westphalie. Le baron, personnage imbu, personnage arrogant. Candide est en fait le fils de sa sœur. Candide va s'éprendre de la fille du baron qui est Cunégonde. Cunégonde. La femme a toujours été derrière les malheurs de l'homme, puisque à cause de Cunégonde, il va être chassé du château. À cause d'un baiser furtif, le baron va le surprendre et il va le chasser. Ça, c'est la situation initiale. Situation initiale donc, Candide vit paisiblement, mène une vie royale au château. Il prend des cours auprès de Pangloss. Situation initiale. Élément perturbateur, il va être chassé du château de Westphalie à cause d'un baiser. Péripéties, les péripéties, c'est les périples. Parce que Candide va devoir voyager d'une contrée à l'autre. Et à chaque contrée, il découvrira des embûches, il découvrira des obstacles, il laissera une part de son âme, une part de son être, mais il avancera. Finalement, on pourra dire que le genre de cette œuvre n'est pas seulement un conte philosophique, c'est aussi un conte de formation. Puisque Candide va découvrir vers la fin que tout ce que lui disait Pangloss, toutes les phrases dont il assénait, tout est mieux au meilleur du monde, sont fausses. Qu'on apprend qu'en travaillant, qu'en suant. C'est ainsi qu'on découvre certaines réalités. Et c'est ainsi qu'on découvre, comme le dit si bien Pablo Coelho, on épouse sa légende personnelle. Et il va épouser sa légende personnelle. Et il va se marier avec Cunégonde. Et ils vont vivre heureux. Donc c'est le schéma narratif classique finalement, qu'on retrouve dans toutes les narrations. Situation initiale, élément perturbateur, péripéties, situation finale. Alors pour les autres personnages, donc Pangloss, on pourra dire que c'est l'oracle du château et le percepteur de Candide. Cunégonde, c'est la source des maux, de toutes les douleurs de Candide, fille du baron. Martin, c'est un philosophe manichéen. Manichéen, il y a ce titre, je vous invite à lire le fameux livre de Amin Maalouf, Le Jardin de Lumière, dans lequel il explique magnifiquement l'histoire du manichéisme à travers les âges, la philosophie du manichéisme, le manichéisme. Martin est adepte de cette philosophie manichéenne. Et Candide trouve un grand plaisir à discuter avec lui et à parler avec lui. Cocombo est le valet de Candide. Donc, que reste-t-il? On a fait le tour un petit peu. Pangloss, Martin, Cocombo, Candide, Cunégonde. Date de parution, 1759. C'est le XVIIIe siècle. Ce siècle-là aura marqué Voltaire par deux événements. Des événements qui l'ont affecté, qui ont laissé leurs empreintes dans ses écrits, à savoir le séisme qui a secoué Lisbonne et la guerre de 7 ans entre la France et la Prusse. Alors voilà en gros, je ne vous donne pas davantage d'informations pour ne pas vous lester d'informations sans grande importance. Par contre, je vous donnerai les chapitres, tous les chapitres qui sont au nombre de 30. Je vous les enverrai à travers la vidéo. Je vous enverrai donc les chapitres. Je vous enverrai aussi quelques informations sur la biographie de Voltaire, quelques informations sur les personnages, ainsi que le schéma narratif. Alors, aujourd'hui, je vous enverrai aussi
oraliser le premier chapitre de Candide. Vous le recevrez oralisé, hein, et vous le recevrez aussi en papier, ainsi que quelques quelques questions qui vous permettront de comprendre ce chapitre. Il en sera de même pour toutes les autres œuvres. À chaque fois, on exploitera un chapitre et on posera quelques questions de compréhension. Vous me renverrez les réponses, je les corrigerai et je prévoirai les exercices correctifs. Voilà en gros pour Candide. Qu'en est-il maintenant de la production écrite? Alors, j'avais prévu de travailler sur une production en parallèle avec Candide, mais je préfère finalement faire d'une pierre plusieurs coups. On va travailler sur une problématique que j'ai puisée de notre œuvre Goriot, le Père Goriot. Le Père Goriot qui est aussi une œuvre éponyme. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Père Goriot a fini sa vie misérablement. À la fin de sa vie, au crépuscule de sa vie, il souhaitait uniquement une présence de ses filles, un sourire de ses filles, un mot de ses filles. Mais malheureusement, elles n'ont pas daigné assister à ses funérailles et il est mort entouré des pensionnaires de la maison Vauquet. Alors, le Père Goriot a passé le plus clair de son temps dans une maison de retraite, entre guillemets, qu'on appelle aujourd'hui les fameux EHPAD. EHPAD. Alors, EHPAD, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées en difficulté. Plutôt dépendantes. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, donc, place à la production écrite maintenant. J'avais prévu au départ d'aborder un sujet en relation avec Voltaire, avec Candide, mais finalement, je me suis ressaisi et j'ai préféré faire d'une pierre deux coups en parlant un petit peu du Père Goriot. Vous n'êtes pas sans savoir que le Père Goriot est mort misérablement, sans le sou, sans aucune présence familiale, jusqu'au tout dernier moment, au tout dernier soupir, il quémandait une présence, la présence de ses filles, il quémandait un sourire, un mot, rien. Elles ne se sont pas manifestées, elles n'ont pas daigné assister à ces funérailles parce qu'elles n'avaient plus rien à soutirer. Il avait tout vendu, sa tabatière, sa perruque, sa vaisselle, son argent, tout avait disparu pour faire plaisir à ces filles qui en avaient besoin pour leur vie mondaine. Bon, alors on ne va pas parler plus de ces filles, mais on va parler de leur réaction et de leur attitude envers ce père. Ce père qui s'est saigné et qui a vécu loin de Paris, qui a vécu en Odessa, c'est là où il a fait fortune, pour ses filles. Finalement, à la fin, elles se sont montrées ingrates. Les filles du Père Goriot symbolisent l'ingratitude humaine. Au crépuscule de leur vie, certains parents sont confiés à des maisons de retraite. À des maisons de retraite qu'on appelle aujourd'hui, par euphémisme, des EHPAD. Des EHPAD. Alors, EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais finalement, ce n'est qu'un euphémisme, ce sont des maisons de retraite avec de nouveaux services, médecins, infirmières, etc. etc. Finalement, ça s'apparente à la maison Vauquet. Alors la question, la problématique ce soir, c'est doit-on confier un parent, si on en a les moyens, si on a les moyens de garder un parent, mère ou père, doit-on les confier à ces institutions? Doit-on les laisser en pâture à la misère? Doit-on les offrir en pâture à la misère, à la solitude, à la décrépitude? Voilà ma question. La problématique est, doit-on, au crépuscule de sa vie, confier une personne âgée à ces fameux EHPAD? Bon, chez nous, on ne parlera pas d'EHPAD, on parlera de maison de vieillesse. Et on existe 2 ou 3, mais chez nous, c'est un autre cas. Parce que chez nous, les personnes qui sont confiées à ces institutions n'ont pas d'enfants. C'est des personnes qui ont perdu tout lien avec la famille. Mais moi, je parle de la situation où ces personnes ont une famille, ont des enfants qui ont des situations et qui peuvent se permettre de garder leurs parents près d'eux.
doivent-ils les confier à ces établissements? Alors, là, ce sujet, on peut l'aborder sous deux angles. Premier angle, c'est le fameux schéma dialectique. Si vous l'abordez de l'angle du côté religieux, c'est-à-dire du nôtre, en tant que musulman, rappelez-vous, chaque fois, dans tous les versets, dans tous les hadiths, je prône et exhorte à prendre soin de ses parents au crépuscule de leur vie. Il faut les accompagner jusqu'au tout dernier soupir. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Uffin, qui est une interjection. Ouf, c'est-à-dire n'osez même pas prononcer une interjection à leur égard. Et le paradis n'est-il pas sous les pieds des mères? Et chaque fois que Dieu s'adressait à ses prophètes, il évoquait aussi ses parents. Rappelez-vous, Ibrahim, dont le père était impie et il était athée. Et pourtant, Sayyidina Ibrahim, quand il s'adressait à son père, il le faisait avec déférence et respect. Ya abati, oh mon père, oh mon père. Bien que son père ait été impie et non-croyant. Donc, si vous l'abordez sous cet angle, ce sera le schéma classique, c'est-à-dire introduction et synthèse. Et dans la synthèse, vous allez bien entendu vous opposer à ces différentes institutions en utilisant les fameux arguments dont je viens de vous parler. Cherchez le Coran, le Saint-Coran est riche en passages qui exhortent au respect et à l'amour et à la bienveillance envers les parents. Alors, c'est finalement la problématique. Maintenant, place à un petit détail. C'est la fameuse rubrique dont je vous ai parlé. Quand j'ai corrigé les productions écrites, j'ai noté que vous aviez un mal fou à écrire les adjectifs en ciel. Ciel. Tantôt vous l'écrivez ciel, tantôt ciel. Oui, c'est vrai que ça prête à confusion. Quand et comment faire la différence? Alors, pour savoir si existence, présence, démence, etc. Alors, artifice, cicatrice, observez là, il y a une petite différence. Alors, le mot existence, si je dois former un adjectif en ciel, je dois me référer à l'origine qui est le nom. Si le nom se termine en CE, comme c'est le cas de existence et de présence, présence, alors là, la règle est claire. L'adjectif se construit en ciel, P-I-E-L. Existentiel, présentiel, démentiel. Si par contre le nom se termine par CE, comme c'est le cas ici, artifice, artificiel. Vous remarquez? Cicatrice, cicatricielle. C'est clair, donc. Pour lever l'ambiguïté, il faudra revenir à l'origine. Si le nom se termine par CE, ce sera T-I-E-L. En parcourant vos productions écrites, j'ai remarqué que vous butiez sur un mot et que vous étiez égaré. Tantôt vous l'écrivez présentiel avec T-I-E-L, tantôt présentiel avec C-I-E-L. Alors voilà comment vous l'écrivez, soit présentiel ou présentiel. C'est vrai que ça prête à confusion. C'est vrai que on hésite. Quand est-ce qu'on va mettre T-I-E-L, quand est-ce qu'on va mettre... Bon, la règle est claire. La règle est claire, que me dit-elle? Ah. Si le mot se termine par CE, tel que présence, existence,
existence. Là, vous avez le mot qui se termine par CE. La règle est claire. L'adjectif deviendra présentiel et existentiel. T-I-E-L. Présentiel, existentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le nom se termine par CE. CE. Qu'en est-il du deuxième cas? Prenez artifice. Cicatrice. Artifice. Là, c'est une exception, cicatrice. Artifice se termine par ICE. Tout à l'heure, nous avions CE. Là, c'est ICE. Donc, la règle est claire. Quand le nom se termine par ICE, l'adjectif prend ICIEL. Et ça me donnera artificiel. Alors, présentiel, existentiel et artificiel. La règle est claire donc. Si vous êtes devant un dilemme, si vous hésitez, revenez à l'origine de l'adjectif. L'adjectif se termine par CE, T-I-E-L. L'adjectif se termine par ICE, C-I-E-L. Alors, toujours dans la même lignée, les cours à distance coûtent cher, c'est ce que certains m'ont dit. Les cours, et ils ont avancé un montant. Et en avançant un montant, ils ont commis quelques maladresses. C'est vrai que ce n'est pas très évident, mais on va s'y faire. Une formation à distance coûte 200 dirhams. 100 et 20 sont variables. Dès qu'ils sont multipliés, alors, j'ai acheté ce livre à 100 dirhams, parfait. J'ai acheté ce livre à 200 dirhams, j'accorde. Pourquoi? Parce que le 100 est multiplié par 2. Alors, le S disparaîtra si j'ajoute un numéral. Dès que j'ajoute un numéral, la règle tombe. 202 dirhams. Je n'accorde plus. 203 dirhams, 204 dirhams. Dès que j'ajoute un numéral, 100, mais dès que je le multiplie, je dois penser au pluriel. Il en est de même pour 20. 80. Le 20 est multiplié par 4. J'accorde. J'ajoute un numéral, il disparaît. 82. 1000 est invariable. 3000, 4000, 100 000, 1000 est invariable. Donc, une formation peut vous coûter 200 dirhams, S. Une formation va vous coûter 201 dirhams, sans S. Une formation va vous coûter 80 dirhams, S. Une formation va vous coûter 84 dirhams, sans S. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous rappelle que la prochaine séance, nous allons travailler sur le père Goriot. Nous allons décortiquer ensemble la fameuse lettre que Raciniec a envoyée à ses parents et dans laquelle il les implorait de lui venir en aide parce qu'il était en mauvaise posture et il avait besoin d'aide pécuniaire. Je ne peux pas vous dire au revoir et puis vous livrer comme ça au bras de Morphée sans adresser mes fameux hommages à nos autorités et gloire à notre roi. Voltaire, Candide, chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui.
Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier, et il appelait tous « Monseigneur !» et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouva admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Car, tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pieds ont été formés pour être taillés, pour en faire des châteaux. Aussi monseigneur a un très beau château. Le plus grand barreau de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien on dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertentronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre.